Dans un monde où l'information circule vite, on a besoin de protéger ses secrets. Mais que recouvre la notion de secret des affaires? On en parle tout de suite avec mon invité, Olivier de Maisonrouge, avocat chez LexSquared. Olivier de Maisonrouge, bonjour. Bonjour Arnaud. Alors on va essayer de voir ensemble ce qu'est le secret des affaires. C'est un enjeu stratégique pour les entreprises. Alors tout d'abord, avant de rentrer dans le vif du sujet, qu'est-ce que le secret des affaires ? Alors, si j'en donne la définition juridique, puisque nous sommes sur un plateau qui ne parle que de droit, il faut donner la définition. Alors, il y a plusieurs définitions, puisqu'il y a celle qui est issue de la directive du 8 juin 2016, qui a été adoptée par le Parlement et la Commission européenne. Et puis, on va retenir finalement la définition qui aujourd'hui se trouve dans le Code de commerce, depuis la loi du 30 juillet 2018. C'est l'article L151.1 du Code de commerce. C'est 3 conditions cumulatives. Premièrement, une information qui n'est pas connue, alors je vais dire déjà du grand public, mais surtout du secteur économique concerné, c'est-à-dire le secteur concurrentiel, de telle sorte que ses rivaux, ses concurrents, ses adversaires, éventuellement sur le plan économique, ne connaissent pas ces informations stratégiques. Deuxièmement, et c'est une condition donc cumulative, qui a une valeur commerciale, parce que secrète précisément. Donc finalement, c'est presque une double condition en une. Et puis, troisièmement, qui fasse l'objet de mesures de protection raisonnables. Donc que l'entreprise soit en capacité de protéger ses propres informations. Alors, on vient de voir les conditions pour bénéficier du secret des affaires. En quoi ça se distingue de la propriété intellectuelle ? Alors, c'est un petit peu hybride. Si l'on fait l'exégèse des textes, comme parfois en droit, il faut aller trouver la substantifique moelle, et donc l'origine, dans le traité ADPIC, c'est-à-dire l'accord sur les droits de propriété intellectuelle liés au commerce, qui est une annexe du traité de Marrakech de l'OMC de 1994. Et là, on trouve les trade secrets, qui va être traduit en français par les renseignements économiques non divulgués. La directive européenne, elle, va traiter des informations économiques non divulguées et de la protection des savoir-faire. Et en droit français, on va parler du secret des affaires. Tout ça pour dire que ça ne s'inscrit pas dans la propriété intellectuelle, mais c'en est issu directement. Et à l'inverse de la propriété intellectuelle, il n'y a pas de titre de propriété, puisqu'une information ne fait pas l'objet d'un droit de propriété. En revanche, et c'est là où c'est intéressant, et ça peut être cumulatif ou alternatif avec la propriété intellectuelle, c'est que le secret des affaires va nous permettre de protéger en amont tout ce qui relève de la recherche, de l'innovation en matière numérique, avant le droit des logiciels, en matière de brevets, en matière éventuellement, le cas échéant, de droit d'auteur, de développement. Donc tout ça c'est, j'allais dire, le côté cumulatif. Et puis c'est le côté aussi alternatif, dans la mesure où on va pouvoir finalement tenir confidentiel des informations technologiques, de telle sorte à ce qu'elles ne soient pas divulguées. Et là, c'est tout l'inverse de la propriété intellectuelle, c'est qu'il n'y a pas de divulgation. Alors, on vient de voir les liens et les différences avec la propriété intellectuelle. Est-ce que ça protège les savoir-faire techniques, par exemple, le secret des affaires, pour bien comprendre ? Alors, très précisément. Donc, on a finalement, le savoir-faire a été défini au détour de certains textes et surtout de certaines jurisprudences en droit français. Et en réalité, c'était quelque chose d'un peu gazeux. Ça va du tour de main de l'artisan à des connaissances technologiques précises. Et donc, de fait, le secret des affaires a vocation à protéger précisément les savoir-faire sous toutes leurs formes. Ça peut être des méthodologies commerciales, ça peut être des taux de marge, ça peut être autant d'informations et de connaissances stratégiques. Précisément, le législateur a voulu et intégrer cette protection. J'en veux pour preuve, encore une fois, la directive du 8 juin 2016 s'appelle « Protection des informations économiques non divulguées et des savoir-faire ». Est-ce qu'il y a des outils qui permettent de bénéficier de cette protection ? Alors, in fine, c'est le juge qui va déterminer s'il s'agit ou non de secret des affaires. Donc, en réalité, c'est une fois qu'on est face à un juge, qu'on se fait attaquer par un concurrent, on dit « tu m'as volé ma recette », et on va se défendre en disant « mais non, ça m'appartient, c'est mon propre secret ». Voilà comment les choses se déroulent. Mais ça signifie surtout qu'auparavant, en amont, il faut être en capacité d'avoir identifié ses propres informations sensibles, ses propres informations qu'on va tenir confidentielles, et donc s'assurer qu'elles répondent aux 3 critères énoncés par l'article L151.1 du Code de commerce, sans quoi le juge va écarter la qualification du secret des affaires. On a déjà de la jurisprudence là-dessus. Et donc, l'entreprise doit, en interne, s'assurer quelque part d'une identification de ces informations stratégiques. Ça veut dire qu'il faut faire un audit, c'est ça ? Un audit
en amont, de telle sorte à pouvoir savoir quels sont ses avantages concurrentiels. Tout ne peut pas être protégé par le secret des affaires. Il faut savoir justement, séparer le bon grain de l'ivraie et protéger ce qui doit être nécessaire. Alors, une fois qu'on a audité ces informations, qu'on sait quelles sont les informations confidentielles, ça veut dire aussi qu'il faut sensibiliser ses salariés pour ne pas divulguer ces informations. C'est le mot juste, sensibiliser. C'est faire œuvre de pédagogie. C'est pas seulement dire ça c'est secret, vous n'y avez pas le droit et de toute manière c'est à diffusion restreinte et vous n'avez pas le droit d'en connaître. C'est un peu facile. C'est surtout de faire comprendre aux équipes, au personnel, aux collaborateurs que l'on détient des avantages concurrentiels qui nous permettent d'avoir finalement des parts de marché, un chiffre d'affaires substantiel, un taux de marge aussi également, et donc finalement d'associer les équipes à cette nécessité de protéger ces informations essentielles. Finalement, c'est aussi la défense de l'outil de travail, et donc les équipes, les collaborateurs doivent y être associés. Alors, on a vu le cadre juridique du secret des affaires, mais qu'est-ce qui se passe en cas de violation du secret des affaires? Quelles sont les sanctions, les recours possibles? Alors, c'est un objet civil. Il y a eu débat au moment de l'adoption de la loi. J'en ai été le rapporteur auprès de Bercy de la directive lors de la transposition du texte. Il y avait une voie pénale qui s'offrait, que l'Europe avait laissée à discrétion des États membres lors de la transposition, ou bien la loi civile. Et la protection civile d'abord. Eh bien, la loi française n'a retenu que la protection civile du secret des affaires. Pourquoi ? Parce que le pénal pouvait effrayer le législateur et plus généralement les syndicats, les ONG, les associations de presse ou autres qui estimaient que c'était un bâton un peu trop ferme, un peu trop fort, un peu trop robuste et qui permettait, le cas échéant, de taper un adversaire qui ne serait pas un adversaire économique. Donc on a voulu circonscrire finalement le champ des sanctions vraiment au monde économique. C'est la raison pour laquelle on est parti sur la voie civile, mais ça n'est pas une responsabilité de droit commun. C'est une responsabilité spécifique prévue par le Code de commerce, et simplement 3 atteintes sont susceptibles d'être sanctionnées par le juge. Lesquelles ? La divulgation illicite, l'utilisation illicite, là on est un peu comme dans le système de la contrefaçon, c'est là on rejoint encore un peu la propriété intellectuelle au détour. Et puis, c'est après la divulgation, la révélation, c'est la divulgation et l'obtention illicite, c'est-à-dire le fait de percer volontairement le secret d'un concurrent. D'accord. Et en termes de délai, comment ça se passe pour obtenir gain de cause quand quelqu'un vous a violé des informations qui relèvent du secret des affaires? Est-ce qu'il y a une tendance générale? Je sais que c'est pas forcément facile de donner un délai comme ça. C'est un grand débat parce que d'abord, il n'y a pas de juridiction spécialisée en la matière et la loi n'a pas prévu précisément devant quel tribunal se prononcer. Autrement dit, on peut se retrouver aussi bien devant les juridictions administratives. Je l'ai moi-même expérimenté, dans le cadre des appels d'offres où on va livrer des informations techniques. Un candidat évincé va saisir ensuite la CADA, la commission d'accès aux documents administratifs, pour s'assurer que finalement sa réponse était juste et légitime au marché public. Et puis la personne qui s'est retrouvée adjudicataire va donc contester et protéger par le secret des affaires. Donc là, on va être devant les juridictions administratives. Ça peut être en matière de concurrence déloyale, fichiers clients, etc. Et là, on va être devant les tribunaux de commerce. Mais encore récemment, on a vu avec la Cour d'appel de Poitiers, ça peut être aussi bien en matière sociale, et ça peut être le Conseil des prud'hommes. Donc, c'est après, à discrétion, j'allais dire, du timing de chaque juridiction. On va conclure là-dessus. Merci Olivier de Maisonrouge. Je rappelle que vous êtes avocat chez Lex Squared. Merci. C'est la fin de cette émission. Merci de votre fidélité. Restez curieux et informés. À demain sur Be Smart for Change.